des chiffres d'abord. La marine russe a débuté donc cet exercice naval de très grande ampleur. Exercice mondial, 300 navires, 20 000 personnes des flottes russes du Nord, du Pacifique, de la Baltique, la flottille de la Caspienne. Tout ça s'ajoute, on va y revenir dans un instant à ce qui se passe au large de Cuba. Jusqu'à 50 appareils de l'aviation sont également impliqués en appui de cet exercice. Il y a là une démonstration de force, disons, tout à fait classique, mais évidemment qui est faite à un moment précis, après les menaces des derniers jours concernant le déploiement des missiles. Ludmila. Tout à fait, je ne pense pas que c'est anodin parce qu'encore une fois, Poutine montre que pour lui, l'Ukraine, c'est juste un épisode dans la guerre qu'il mène contre l'Occident et contre les États-Unis en particulier. Et ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un jour sans fin où on revient dans la même rhétorique soviétique ou communiste, on est là. C'est-à-dire que Poutine, encore une fois, n'hésite pas de montrer et toujours utiliser le nucléaire et le chantage avec les rapports de force tout à fait assumé de sa part, qu'il va menacer l'Europe, il va menacer les États-Unis, et c'est comme ça qu'il essaye de, encore une fois, faire pression pour que les États-Unis et l'Europe se retirent de son aide à l'Ukraine. Et laisse-lui faire ce qu'il veut en Europe. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'il est une puissance d'action ou une puissance de nuisance? Est-ce que c'est encore la puissance comme à l'époque soviétique ou bien est-ce que c'est quand même bien en dessous? C'est quand même une puissance de nuisance. Bon, déjà, je voudrais dire une chose quand même. Si dans l'histoire de la Russie, la Russie avait été une puissance navale, ça se saurait. Quelqu'un est-il capable de me citer une victoire de la Russie sur le plan naval? Alors, c'est grande puissance sur le plan continental, mais naval certainement pas. Il y a un fond, il a gardé un fond nationaliste quand même un petit peu. Voilà. Enfin, globalement, c'est pas ça. Je cite les. Voilà. Globalement, c'est pas ça. Bon, là, il vit des rêves de puissance comme Pierre le Grand. Il a perdu sa flotte en mer Noire. Il vient de faire une fête. Enfin, je veux dire, il avait du côté de Kaliningrad. Pour célébrer la gloire de la marine russe qui n'existe pas, c'est-à-dire une marine qui est enclavée dans une baie dont elle ne pourra pas sortir si demain il y a une guerre. Je veux dire, donc il lui reste comme ça des éléments de puissance. Alors ils sont pas encore à peu près libres du côté de Vladivostok, ils peuvent se balader un peu dans l'Atlantique et aller titiller les Américains, mais globalement ça n'est qu'un spoiler state sur le plan naval et absolument pas une puissance qui soit capable de challenger les États-Unis. Faisons entrer dans la discussion le spécialiste, s'il en est, spécialiste superlativement, amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant des forces maritimes françaises dans le Pacifique. Bonsoir, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous avez dirigé vous-même un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ce qui dans l'ordre de l'importance, disons, dans la marine est sans doute la chose la plus essentielle. Qui a préséance sur l'autre entre un général comme vous et l'amiral Vichot? Je pense que l'amiral Vichot, c'est lui qui a préséance sur moi. Pourquoi ça? L'amiral Vichot est vice-amiral, me semble-t-il. Ah oui, non, ça dépend du nombre d'étoiles. Alors, combien d'étoiles? Mais il a eu des activités d'état-major. Oui. Ah, voilà, elle a toujours le sens de la hiérarchie républicaine, Sylvie Berman. Allez, allons à l'essentiel. Votre sourire en dit beaucoup, amiral. Ce qu'on voit là de la part des Russes, est-ce que c'est un exercice? Comment est-ce que vous le qualifieriez dans son importance? Je rappelle les chiffres, 300 navires, 20 000 personnes. Oui, c'est un exercice incontestablement de première importance. Je ne partage pas tout à fait l'avis du général Richouf, il m'en excusera, mais la marine russe a succédé à la marine soviétique, et la marine soviétique, en particulier sous l'influence de l'amiral Gorchkov, avait su développer une puissance qui, sans être tout à fait comparable à celle des États-Unis, était entrée à peu près dans la même cour quand même. Aussi bien par sa flotte de surface que par sa flotte surtout sous-marine. Ils avaient acquis des capacités absolument considérables. Ces capacités ont considérablement diminué lors de la fin de l'Union soviétique, mais le président Poutine y a toujours consacré un effort particulier, tout spécialement d'ailleurs pour les forces nucléaires. Et sur les sous-marins, après une longue période, j'allais dire, de stagnation et même de difficultés de mise en œuvre, parce qu'ils avaient perdu le savoir-faire, les Russes ont montré qu'ils avaient été capables de se ressaisir. Beaucoup d'argent y a été consacré et ils ont mis en route des programmes de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et de sous-marins nucléaires d'attaque de premier brin, c'est-à-dire d'excellentes figures. Donc la marine russe reste une marine active, reste une marine performante, et elle a su concevoir des bateaux de très bon niveau.
Au niveau technique et technologique, ils sont certainement de très bon niveau. Après, le problème, c'est toujours dans les détails, c'est-à-dire c'est l'entraînement, c'est la pratique à la mer, c'est le renouvellement des munitions, le renouvellement des équipages, c'est aussi le développement de tactiques et de stratégies adaptées. Et là, effectivement, le bas blesse parce qu'il leur manque la pratique des exercices internationaux et c'est incontestablement une difficulté pour eux. Une difficulté qu'ils sont en train d'essayer de rattraper en consultant de plus en plus la marine chinoise et en travaillant beaucoup avec elle dans le Pacifique. Bon, il ne faut pas oublier que les marins du Pacifique, c'est aussi important pour les Russes. La marine qui se trouve autour de Vladivostok a pris de plus en plus d'importance aujourd'hui parce qu'elle est ce lien direct avec la marine chinoise. Vous dites, parce qu'elle pèse. Amiral, ce que vous dites là est extrêmement important. D'ailleurs, les images que nous voyons précisément, qui sont les images du ministère de la Défense russe, sont de Vladivostok, et ça fait écho au cri d'alarme lancé par la commission de défense stratégique américaine hier, qui disait attention, dans la collaboration entre les Russes et les Chinois, il y a quelque chose de très inquiétant pour nous occidentaux et surtout pour nous Américains, disait-elle. Oui, mais ce qui inquiète c'est-à-dire que Pardon. Oui, je voulais simplement préciser qu'effectivement, dans l'appréciation américaine, leur difficulté, c'est que la Russie, parce qu'elle est l'héritière de la marine soviétique, peut transmettre son expérience à la marine chinoise qui, elle, est en train de découvrir et de se frotter de plus en plus avec la marine américaine. Donc il est certain que la synergie de ces deux grandes marines, elle est importante et pour les Américains, elle est redoutée. Oui, la marine chinoise s'est considérablement développée en quelques années. Elle n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde dit que c'est la marine française à peu près tous les 4 ans et les Américains le redoutent bien évidemment. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas vraiment de coopération entre les deux marines russes et chinoises, mais aujourd'hui, chacune y trouve un intérêt et y trouve des compétences à transférer. Je rappelle que le premier porte-avions chinois, c'était un porte-avions ukrainien qui avait été... C'est un porte-aéronef, c'est pas un porte-avions. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas catapulté. Non, il n'est pas catapulté. Et d'ailleurs, les Chinois, à l'époque, moi c'est l'époque où j'y étais, s'en moquaient sur les réseaux sociaux. Ils considéraient que c'était pas sérieux. Et voilà, aujourd'hui, ils en ont 2 autres et ils continuent leur développement. Vous savez, cette histoire de marine et de cette histoire des manœuvres que Poutine organise, c'est pour rappeler qu'il y a 2 choses qui lui restent de la grande puissance de l'Union soviétique, c'est la marine et l'arsenal nucléaire. Si vous enlevez la marine russe et l'arsenal nucléaire, c'est un petit pays qui est très inefficace, qui tombe en ruine actuellement économiquement et qui n'est pas capable de vaincre sur une champ de bataille de la guerre conventionnelle en Ukraine. D'ailleurs, je vous rappelle que la seule marine qui n'a pas participé à ces manœuvres, c'est la marine de la mer Noire, parce que cette manœuvre... Ils ont été humiliés par les Ukrainiens. Quasiment, enfin, je ne dirais pas être détruite, mais il y a un quart de cette marine qui n'existe plus. Les Ukrainiens ont tellement massacré cette marine qu'ils ont peur maintenant de sortir. Et ils construisent actuellement en Abkhazie un nouveau port qui est encore plus loin que Novorossiysk. Mais Sergueï, pardon, je vous interromps. On est frappé de ce contraste. Ce que vous dites est absolument certain. L'armée russe, la marine russe a été humiliée dans la mer Noire. Ouais. Et la Russie se porte mal économiquement. On rappellera les chiffres plus tard. L'inflation, elle s'est élevée à 9%, bien supérieure aux 4% prévus. Tout ça est vrai, et en même temps, on entendait l'amiral Richaud qui, à l'instant, dit attention, ne sous-estimez pas pour autant la marine russe à l'échelon mondial et son allié chinois. Justement, revenons à cette marine du Pacifique et de son allié chinois. Vous savez que cette marine, elle est tellement inefficace que Poutine, l'année dernière, a ordonné à l'amiral Avokians d'organiser les manœuvres à l'improviste. Et l'amiral était incapable de le faire. Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'amiral Avokians ? Il a été limogé par Poutine. Parce que justement, cette marine, c'est beaucoup de paraître. Mais en revanche, quand il faut faire quelque chose de réel, en réalité, ils ne sont pas prêts. Mais c'est vrai qu'avec les Chinois, ils organisent des manœuvres assez régulièrement depuis plusieurs années. Mais les Chinois sont actuellement en train de devenir les maîtres du Pacifique en Asie. Et les Russes perdent cette présence. Amiral ? Oui, simplement pour rappeler, effectivement, la marine russe d'Extrême-Orient a longtemps été le parent pauvre de la marine
soviétique. Mais aujourd'hui, la marine russe d'Extrême-Orient, elle a pris de plus en plus d'importance, d'abord parce qu'elle permet de peser vis-à-vis des Chinois, ensuite parce qu'elle permet de s'y entraîner loin du regard, loin de l'espionnage américain, ou plutôt relativement loin, puisque les Américains sont aussi présents dans le Pacifique, mais elle fait peser une menace de ce côté-là aussi du globe. C'est très important, parce que n'oublions pas qu'en plus qu'avec l'effet de fronde, les missiles qui partent de l'Extrême-Orient russe seront les premiers à atteindre les côtes américaines. Ils sont dans le bon sens, ils sont catapultés dans le bon sens vers le territoire américain. Et n'oubliez pas non plus qu'actuellement en Ukraine, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, la menace russe, elle est encore très très présente au niveau ukrainien. Il suffit de demander leur avis aux Ukrainiens, et en particulier les forces navales du Pacifique sont présentes sur le front ukrainien, puisqu'il y a une brigade d'infanterie de marine russe qui est basée à Vladivostok, qui aujourd'hui opère sur le théâtre ukrainien. Donc c'est sûr que la marine russe s'est fait étriller en mer Noire, néanmoins elle a quand même encore de l'efficacité, puisqu'elle a toujours des missiles qui sont envoyés depuis les sous-marins russes en mer Noire sur l'Ukraine, et également depuis les bâtiments de surface. Elle a perdu une partie de sa flotte de surface, de ses flottes amphibies, mais elle en a encore, et elle a encore de la ressource. Et quant aux Chinois, ils sont très contents, encore une fois, de pouvoir se colter dans le Pacifique, pour pouvoir se rivaliser dans le Pacifique, faire des exercices avec une marine expérimentée qui a une tradition qui est centenaire. N'oubliez pas non plus que les Chinois, s'ils ont une marine militaire qui est très jeune, ont une marine de commerce qui est beaucoup plus ancienne, et qu'ils ont une pratique des océans que beaucoup de marines du monde entier pourraient leur envier. Je rappelle que la flotte de commerce chinoise est une des toutes premières au monde, et qu'il y a des transferts très fréquents entre les commandants de la marine de commerce chinoise et les commandants de la flotte de guerre chinoise.